Donc, en effet, Régis Louis, je fais partie de l'équipe de développement chez Oracle et je m'occupe du product management pour tous les aspects qu'on appelle la cloud platform. On s'est dit que pour démarrer cette journée, ce serait peut-être intéressant de remettre un petit peu tout le monde à niveau, savoir quelle est la stratégie dans le domaine, quelles sont les innovations qu'on a introduites chez Oracle qui concernent la cloud platform, pour vous donner un petit peu les idées sur lesquelles on a construit l'ensemble des services dans le cloud qui vont être évoqués ultérieurement dans la matinée. Alors, le cloud Oracle, pour vous refaire un petit peu la genèse, alors on a commencé le cloud Oracle il y a 12 ans. On a commencé il y a 12 ans et à l'opposé de ce qu'a pu faire la compétition dans le domaine, on a démarré par le SaaS, DAM, Software as a Service, au lieu de commencer par Infrastructure Hub, comme l'ont fait notre compétition. C'est-à-dire qu'il y a 12 ans, on a redéveloppé l'ensemble de nos applications et on les a mises à disposition en tant que Software as a Service, basées sur la même plateforme, basées sur la même infrastructure. Plus récemment, il y a environ 5 ans, on a démarré dans le business de ce qu'on appelle la cloud platform, c'est-à-dire infrastructure plus platform as a service. Et évidemment, les compétitions étaient déjà installées dans ce domaine-là, donc on entre dans un marché comme ça dans lequel il y a déjà des acteurs qui sont déjà bien implantés. Il est important de savoir comment est-ce qu'on va se différencier. On a regardé un petit peu l'état de l'art, on a regardé un petit peu l'état de l'industrie, on a interviewé énormément de clients, et on s'est rendu compte que, en fait, il y avait beaucoup de clients qui avaient adopté le cloud pour développer de nouvelles applications dans le cloud, pour aller faire du dev and test dans le cloud, mais il y avait relativement peu de clients qui avaient pris leurs applications corps métier, on-prem, et bouger ces applications dans le cloud. Et en interviewant les clients, on a cherché à savoir pourquoi, quels étaient les éléments qui les empêchaient d'aller faire ce type de mouvement, et on a récupéré un certain nombre d'informations, et c'est ce qui a drivé l'ensemble de nos travaux d'engineering depuis ces dernières années. On s'est dit, on a une énorme opportunité ici d'arriver avec une toute nouvelle infrastructure qui va permettre à nos clients de prendre leurs applications critiques, cœur métier, et de pouvoir les déployer dans le cloud. Je vais vous donner un petit peu les éléments qui nous ont permis d'arriver à ce résultat. Donc en fait, on a des très bons ingénieurs chez Oracle, mais on a également embauché les Top Gun chez Azure, les Top Gun chez Amazon. On a ouvert un gros bureau à Seattle, c'est là où sont tous les talents d'infrastructure as a service. Et puis on a donné à ces ingénieurs la direction de faire la définition d'une toute nouvelle génération d'infrastructure as a service. Avec tout ce que vous savez, vous qui avez développé et fait le design de ces premières générations, si vous aviez à refaire le design d'une toute nouvelle infrastructure, comment est-ce que vous le feriez? Quand on construit sa maison pour la 3e fois, on ne fait pas les mêmes erreurs. Là, c'est un petit peu le même concept. Donc, ils ont travaillé sur ce design et ils sont arrivés avec un nouveau design matériel d'architecture pour permettre d'avoir ce que j'appelle enterprise readiness, pour avoir ces attributs qui permettent d'avoir une application d'entreprise déployée dans le cloud. C'est-à-dire tous les attributs qui sont associés au cloud de première génération, mais également un focus sur la performance, un focus sur une performance qui soit prédictible, un focus sur la sécurité, un focus sur l'openness, sur la disponibilité, la scalabilité, à un autre niveau de ce que l'on trouve aujourd'hui dans ces clouds de première génération. Je vais détailler un petit peu ces éléments-là pour vous donner des exemples concrets. Une fois qu'on a fait le design de cette infrastructure, on a commencé à faire le rollout de cette infrastructure. On a commencé cette nouvelle génération d'infrastructures. Alors vous allez entendre parler de OCI, Oracle Cloud Infrastructure, ou vous allez entendre parler de Oracle Cloud Generation 2. Tout ça, ça fait référence à la même chose. C'est cette toute nouvelle infrastructure dont on a fait le rollout il y a maintenant 2 ans et demi, en commençant par les US et l'Europe. En Europe, on a démarré avec un data center à UK, un data center à Francfort pour être compliant avec les régulations de l'EU, les régulations du UK. Et aujourd'hui, on a 9 régions qui sont déployées dans le monde, 9 groupes de data centers, avec un plan très agressif de rollout entre maintenant et la fin de l'année calendaire. On devrait être à la fin de l'année calendaire à 19 data centers. Et à la fin de l'année calendaire prochaine, et dans le cours de 2020, on devrait être à 28 data centers. Ça donne une idée de l'investissement qu'il y a aujourd'hui pour faire le rollout de cette nouvelle infrastructure partout dans le monde.
Et quand je dis un data center à Francfort, ce n'est pas juste un data center, c'est ce qu'on appelle, on a ce concept d'availability domain. C'est en fait 3 data centers qui sont à Francfort, qui sont séparés de manière physique, qui permettent d'avoir une vraie haute disponibilité entre ces différents environnements. Donc on a fait le déploiement de ces data centers et on continue de manière très agressive à les déployer. Ce n'est pas seulement les data centers en tant que tels, c'est également ce qu'on appelle des points of presence, c'est-à-dire des éléments, on va dire des points réseau qui permettent de faire en sorte que le transit passe par ces points of presence et de faire en sorte d'avoir des points de passage en termes de sécurité pour se protéger de tout ce qui est DDoS attack, etc., etc. Et faire en sorte de limiter tous les risques de cybersécurité avant qu'ils arrivent sur le plan. On y reviendra au niveau de la sécurité tout à l'heure. Alors, le grand focus, et je vais détailler ces différents points, en termes de différenciation qu'on a introduit, c'est donc sur ces différents éléments. On l'a considéré comme extrêmement important pour pouvoir prendre une application entreprise et la mettre dans le cloud public. Le premier point, c'est la performance. Alors, performance, ça veut dire plein de choses différentes. Dans le cloud, ça veut dire il y a trois grandes choses que ça signifie. La première chose que ça signifie, c'est avoir un très bon temps de réponse. On attend tout ça en tant qu'utilisateur. C'est aussi temps de réponse pour pouvoir faire le processing de workload big data, de workload IoT qui nécessite d'avoir un fort niveau de performance. Donc c'est un. La deuxième chose que la performance signifie dans le cloud, c'est également un synonyme de coût. Pourquoi? Parce qu'on a dans le cloud une corrélation directe entre la performance et le coût. À partir du moment où on est facturé par la minute, par l'heure, si je peux faire 2 fois plus de transactions dans cette minute, ça veut dire que je vais payer 2 fois moins en termes de facture de mon cloud. Il y a une directe corrélation entre les deux. C'est pour ça que la performance est un élément très très important dans le domaine du cloud. Le troisième élément de que performance signifie dans le cloud, surtout pour les applications d'entreprise, c'est avoir une performance, c'est bien, mais il est important d'avoir une performance qui soit prédictive. Et dans le cloud, aujourd'hui, on voit que le cloud de première génération, c'est le retour qu'on a eu de la part de nos clients. Les clouds de première génération, on n'est pas certain du niveau de performance qu'on va obtenir. Le niveau de performance, il fluctue. Pourquoi? Parce que les clouds font ce qu'on appelle de l'oversubscription, c'est-à-dire le partage de CPU, le partage de réseau. Donc on n'est pas en mesure de pouvoir vraiment avoir une performance prédictive. Donc le travail que l'on a fait en termes d'engineering, c'est de faire une toute nouvelle architecture réseau. Pour les technologies dans la salle, c'est une architecture de type leaf and spine, flat network, qui permet de garantir le nombre de hops que l'on va faire pour aller d'un point à un autre du réseau. On garantit qu'on ne va pas faire plus de 2 hops pour aller d'un point à un autre. Donc on est capable de le garantir du fait de cette toute nouvelle infrastructure qu'on a mise en place, du fait de cette architecture, ce qui nous permet de garantir ces performances et d'avoir un niveau de performance qui est inégalé au niveau des éditeurs de cloud. Donc que ce soit la performance au niveau, en comparant avec d'autres clouds, on a la possibilité sur ce cloud Oracle d'avoir plusieurs types d'adoption. Alors on peut adopter des VM, des virtual machines qui fonctionnent dans le cloud. On peut aussi faire du provisioning d'environnement, ce qu'on appelle bare metal. Ça veut dire le provisionnement d'un serveur sur lequel il n'y a pas de couche de virtualisation, où on est capable d'avoir une performance encore accrue puisqu'on n'a pas à payer le prix de la couche de virtualisation. Donc, je pourrais vous montrer des charts de plein de benchmarks qu'on a pu faire avec la compétition qui montrent qu'on est en gros entre 3 et 10 fois supérieur en termes de performance, qui se traduit par 3 à 10 fois inférieur en termes de coût pour le même type de workload. En termes de scalabilité, c'est également un point très important, surtout lorsqu'on parle de workload qui va faire du processing de très fort volume de données, on a besoin d'avoir une scalabilité qui soit plus ou moins linéaire. Si on regarde dans ces clouds de première génération, on rajoute des serveurs, à un moment donné on arrive à un plateau, on n'est pas capable d'augmenter le nombre de transactions de manière linéaire. On a mis en place, encore une fois pour les technologistes dans la salle, un système de réseau qui repose sur une technologie qui s'appelle RDMA, qui permet d'avoir une latence entre les différents nœuds de l'ordre de la microseconde, qui permet d'avoir cette technologie permet de faire une communication entre les différents nœuds sans passer par l'operating system. Ce qui permet d'avoir une vraie scalabilité complètement linéaire, un niveau de performance, encore une fois, inégalé pour ces types de workload. Les clients, on a un client Cisco qui a choisi le cloud Oracle pour ses raisons de performance. Alors Cisco, ils ont plein de business différents.
Ça, c'est Cisco en termes de ASV. Ils ont une application dans le domaine de la sécurité qu'ils offrent à leurs clients. Il y a besoin d'une plateforme leur permettant de déployer cette application. Ils ont utilisé le Cloud Oracle, c'est un des plus grands utilisateurs du Cloud Oracle. Ils ont fait le choix du Cloud Oracle pour des raisons de performance. Ils ont testé leur workload sur tous les différents clouds du marché. Ils ont eu des résultats sur certains types de workload particuliers de plus de 60 fois la performance qu'ils avaient sur d'autres clouds. Donc, un niveau de performance extrêmement important. Donc ça, c'est le premier élément. Performance, parce que ça veut dire coût, ça veut dire prédictabilité de la performance, et ça veut dire meilleur temps de réponse, capacité à faire du processing de données. Deuxième élément, encore une fois, c'est au niveau du coût, c'est d'avoir un coût qui soit faible, comme tous les clients souhaitent l'obtenir, mais un coût qui soit faible, mais il faut aussi prédictible. Dans toutes les interviews qu'on a pu faire avec nos clients qui ont démarré dans le cloud public, je ne sais pas si c'est votre cas, on a eu le retour que, bon, je suis content d'être passé dans le cloud, mais ça m'a coûté beaucoup plus cher que ce que j'avais prévu. Beaucoup de retours sur mon retour sur investissement n'a pas été celui auquel je m'attendais. Parce que lorsqu'on adopte le cloud, on arrive à avoir des coûts qui sont assez cachés au démarrage du projet, que ce soit les coûts réseau, que ce soit les coûts de storage, et les clients n'ont pas réalisé nécessairement le résultat qu'ils avaient imaginé. Donc ce que l'on a fait au niveau de notre cloud, on a fait en sorte d'abord d'avoir un pricing qui soit super agressif par rapport à la compétition. Vous regarderez ces slides-là, vous pourrez voir qu'on est on est en dessous de chacun des compétiteurs en termes de prix, sur du compute, du storage, du network, etc. Mais surtout, le focus a été en termes d'engineering, de faire en sorte que ce pricing, il soit prédictible. Je vais vous donner deux exemples. Premier exemple, c'est la prédictabilité du coût du réseau. Vous voyez, tous les clouds de première génération, et tous les clouds qui existent aujourd'hui sur le marché, c'est gratuit d'aller mettre des données dans le cloud, mais c'est payant de rapatrier vos données on-premise, ce qui s'appelle le coût de l'egress. Sans rentrer dans les détails, si on prend les différents clouds qui existent, vous avez une connexion de votre environnement on-premise vers le cloud public, et bien vous allez avoir une facture tous les mois qui correspond au prix de transfert de données du cloud public vers votre environnement. On a pris la décision chez Oracle de ne pas facturer ce prix, en tout cas de le facturer à un niveau qui soit fixe, avec un flat fee, qui n'augmente pas avec le volume de données. Ce qui permet de voir des différences qui sont significatives par rapport à la compétition en termes de coûts et qui donnent une vraie prédictabilité en termes de coût du projet, parce qu'on n'a pas cette fluctuation de prix en fonction du nombre de données qui sont échangées entre le cloud public et l'environnement on-prem. Ça, c'est un exemple de prédictabilité. Un autre exemple que vous allez trouver également dans les clouds qui existent sur le marché, c'est la prédictabilité du coût en termes de storage. Vous regardez tous les clouds, vous avez un certain prix de storage en fonction du throughput que vous voulez avoir avec votre storage. Alors, on commence avec une solution qui nous paraît suffisante, puis on se dit tiens, je vais avoir besoin d'un peu plus de throughput, je vais passer à un tiers supérieur, et bien le prix est différent. Et il y a souvent 3 à 4 différents tiers de prix en termes de storage. Encore une fois, on a pris la décision d'avoir un prix de storage qui soit flat. Même throughput, on n'a pas différents tiers, comme ça on peut prévoir le coût de son projet, indépendamment du type de throughput que l'on souhaite avoir pour son storage. Et je pourrais comme ça aller dans pas mal d'exemples qui vous montrent la prédictabilité du Cloud Oracle par rapport à d'autres clouds du marché. Donc la performance, la prédictabilité du coût, c'est également, pour tous ces clients qui souhaitent, et vous en faites certainement partie, qui souhaitent prendre des applications d'entreprise critiques et les mettre dans le cloud, c'est de se reposer sur une certaine expertise de l'entreprise. On a un petit peu d'expérience dans le domaine chez Oracle, ça fait plus de 40 ans qu'on fait du software pour les entreprises. La plupart de nos grands clients utilisent la technologie Oracle, donc on s'est un petit peu focalisé sur cet environnement, ce qu'on appelle la tagline marketing du Cloud Oracle, c'est le cloud pour l'entreprise. C'est vraiment le grand focus. Et une chose qui est importante pour les entreprises, c'est d'avoir des garanties. Et notamment dans le domaine du cloud, ça se traduit par quoi? Ça se traduit par des SLAs. Alors, tous les clouds aujourd'hui offrent le même type d'SLA, qui est la disponibilité du cloud. Est-ce que mon cloud est disponible ou pas? Tout le monde offre ça. Ce n'est pas nécessairement suffisant. Et c'est ce qui a été remonté par tous les interviews qu'on a pu avoir avec nos clients. Donc on a décidé d'investir sur
des garanties qui sont supérieures à cela, avec 2 SLA en plus de cette disponibilité, une SLA sur la performance et une SLA sur la manageabilité. Performance, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on est tellement confiant par rapport à l'architecture de notre réseau, l'architecture de notre cloud, qu'on est capable de garantir un niveau de performance. Performance du réseau, on a une SLA sur la performance réseau. Performance du storage, on a une SLA sur la performance d'accès au storage. Et on travaille sur d'autres types de SLA. On est capable de garantir les performances, ce qui est unique sur le marché du cloud. Et un troisième type de SLA qui est un SLA de manageabilité. Ça veut dire quoi? C'est bien d'avoir une SLA sur le cloud qui est disponible, l'availability, mais en aucun cas ça vous donne la garantie que même si le cloud est disponible, vous pouvez en faire quelque chose. C'est-à-dire que ça ne vous garantit pas que vous puissiez provisionner un nouvel environnement. Ça vous garantit simplement que vous pouvez vous connecter au cloud. Manageabilité qu'on a introduite ici, c'est une SLA qui garantit le fait que non seulement le cloud est disponible, mais vous allez pouvoir faire le provisionnement d'une nouvelle instance, le provisionnement d'un nouvel environnement. Donc c'est un cloud qui est disponible, mais également actif, c'est-à-dire disponible pour un workload d'entreprise et pas uniquement disponible sur le réseau. Encore une fois, c'est un élément qui est unique sur le marché. Quand je dis SLA, ce sont des SLA avec des pénalités si on n'est pas capable de répondre au niveau de SLA qui est demandé. Excusez-moi, juste sur les 2 derniers points, vous vous doutez bien qu'on a déjà essayé les autres Bien sûr. clouds. Donc est-ce que vous pouvez nous dire un peu plus, s'il vous plaît, parce que quand vous dites no coverage, oui, j'aimerais en savoir un peu plus. Ça veut dire que tous les autres clouds n'offrent pas une garantie par SLA du niveau de performance qu'ils vont vous offrir ou du niveau de manageabilité qu'ils vont vous offrir. Si on prend tous ces différents clouds, vous regardez leurs conditions d'utilisation, si jamais le niveau de performance est réduit, ben ça ne donne pas lieu à un dédommagement ou à une pénalité. Si vous avez accès à leur cloud et que vous essayez de créer un nouvel environnement et que ça ne fonctionne pas, ça ne donne pas lieu à des pénalités. Donc nous, on s'engage d'un point de vue SLA pour fournir ce type de service. Et cette expertise d'entreprise, c'est pas seulement ces garanties, ces SLA, c'est également, je vais revenir à ça, c'est également le niveau de manageabilité du cloud, c'est-à-dire le niveau de gouvernance du cloud. Beaucoup de clients disent ça, on est habitué en on-prem, on sait comment faire l'architecture de notre cloud, on sait comment le contrôler. C'est plus compliqué dans le cloud public, j'ai plusieurs comptes, comment est-ce que je fais pour réconcilier ces comptes, comment est-ce que je fais pour avoir un environnement différent pour chacun de mes appartements. Donc on a mis en place un niveau de gouvernance. Vous avez un compte client, vous avez la capacité de pouvoir créer ce qu'on appelle des compartiments, de pouvoir séparer les différents workloads ou différents départements de l'organisation, pouvoir y associer des quotas d'utilisation, pouvoir faire du billing éventuellement pour chacun de ces différents compartiments. Donc vraiment avoir la possibilité de faire le management de son IT, assez similaire de la manière dont on peut le faire en premise. Niveau d'entreprise, c'est également prendre les applications d'entreprise qui existent aujourd'hui en prem et faciliter le déploiement de ces applications dans le cloud. On est un éditeur d'applications d'entreprise, que ce soit Business Suite, JD Edwards, Siebel, PeopleSoft. On a des dizaines de milliers de clients qui utilisent ça aujourd'hui pour leur ERP, pour leur HR, etc. Donc on a mis en place un système automatisé qui permet de prendre une photo, on va dire, de l'environnement tel qu'il est déployé et de faciliter le déploiement de cet environnement dans le cloud public. Et lorsqu'il est déployé dans le cloud public, pouvoir avoir un environnement qui facilite la maintenance de ce type d'application, faciliter le patching, etc., etc. Pas seulement les applications d'entreprise, mais également tout ce qui est base de données Oracle. On a 450 000 clients aujourd'hui au travers le monde qui utilisent la base de données Oracle. La plupart de ces clients souhaitent aller vers le cloud, donc on a fait des travaux particuliers pour permettre le déploiement des bases de données Oracle dans le cloud avec une certaine flexibilité, c'est-à-dire la possibilité de pouvoir prendre des VM, mais également de supporter des VM en rack, Real Application Cluster, c'est-à-dire avoir sa base de données en cluster dans le cloud, ce qui est unique sur le marché. Également Exadata, qui est l'environnement optimisé pour déployer les bases de données Oracle existantes premise. On offre Exadata as a service dans le cloud public Oracle, ce qui est également unique sur le marché. Puis un troisième élément qui concerne la base de données, c'est le concept de la base de données autonome. Vous avez sans doute entendu parler. Alors, ce qu'on a fait
dans les dernières années. C'est pas anodin parce que c'est une des plus grosses innovations qu'on a pu introduire dans la base de données depuis des années. On a pris plus de 11 ans de données d'utilisation de nos clients de la base de données. On a analysé ces informations. On a créé des algorithmes de machine learning et d'intelligence artificielle liés à cette utilisation et à ces données afin de pouvoir complètement automatiser le fonctionnement de la base dans le cloud. Que ce soit l'automatisation de son provisioning, l'automatisation de sa configuration, que ce soit l'automatisation de sa sécurité, les patchs sont appliqués de manière complètement automatique dès qu'ils sont disponibles, que ce soit l'automatisation du disaster recovery, que ce soit l'automatisation du tuning de la base en tant que telle, la création des index, le partitioning, tout cela basé sur ces algorithmes d'intelligence artificielle avec deux environnements, un environnement où les algorithmes sont spécifiques à un workload de data warehouse, et ce qu'on appelle Autonomous Data Warehouse, et un environnement où les algorithmes sont spécifiques à un environnement de transaction processing, qu'on appelle Autonomous Transaction Processing. Disponible aujourd'hui et disponible dans le cloud Oracle uniquement, parce qu'on a mis en place cette infrastructure de nouvelle génération et que la base de données tire complètement parti de cette infrastructure. Donc on a parlé d'un certain nombre d'éléments, la sécurité, la prédictabilité, la performance, la prédictabilité, l'entreprise, l'expertise en termes d'entreprise. Un quatrième élément qui a drivé énormément de nos travaux en engineering, c'est la sécurité. Beaucoup de clients nous ont dit, voilà, je ne veux pas dans le cloud pour l'application critique, parce que je n'ai pas nécessairement une confiance dans la manière dont vous managez la sécurité. Donc on a fait des travaux vraiment particuliers, on s'est attaché à savoir pourquoi est-ce que ces clouds de première génération, les clients n'avaient pas cette confiance, ce niveau de sécurité attendu. Donc on a fait le design de manière physique, par l'architecture, pour pallier à ces failles de sécurité qu'on a pu trouver dans ces clouds de première génération. Je vais vous donner un exemple. Ces clouds de première génération fonctionnent avec une couche de virtualisation. Cette couche de virtualisation, elle fait la virtualisation du compute, c'est-à-dire du processeur. Elle fait également la virtualisation de la couche réseau. D'accord ? Et toute cette couche de virtualisation, elle fonctionne sur le même serveur. Ça pose quoi comme problème en termes de sécurité? Lorsqu'une VM est attaquée par un virus ou par un malware, généralement ce virus, ce malware, il va essayer d'attaquer la couche de virtualisation. Lorsqu'il a accès à la couche de virtualisation, il va aller accéder au réseau pour pouvoir propager le virus dans toutes les autres VM qui existent sur ce réseau. C'est un problème très connu, c'est quelque chose que les hackers connaissent très bien pour pouvoir aller propager une attaque chez un cloud provider. Pour pallier à ça, on a décidé de faire une architecture physique qui empêche ce type d'attaque. Architecture physique qui sépare de manière physique, ce sont des serveurs différents, la couche de virtualisation du compute et la couche de virtualisation du réseau. Ça veut dire que si ma VM elle est attaquée, même si l'attaque permet d'avoir accès à la couche de virtualisation, il n'y a pas d'accès à la couche de virtualisation réseau. Donc il n'y a pas la possibilité pour cette attaque de faire ce qu'on appelle un lateral move, c'est de propager cette attaque sur l'ensemble du réseau. Ce sont des concepts qui sont fondamentaux dans une architecture et dans une protection contre la cybersécurité. Donc ça fait partie des travaux divers et variés qu'on a pu faire dans la sécurité, avec des éléments qui permettent la sécurité du cloud en tant que tel, dont cette infrastructure physique, où on sépare les choses de manière par hardware. On fait même en sorte d'avoir des serveurs qui ne soient pas Intel pour le control plane, pour éviter un certain nombre d'attaques qui sont des attaques assez communes. Donc on a pris ça vraiment de manière très, très sérieuse, mais c'est également la sécurité des applications dans le cloud, c'est-à-dire avoir une encryption qui soit par défaut pour l'ensemble des données. Vous avez la clé en tant que client, la clé privée pour décrypter, que ce soit une couche d'Identity and Access Management pour faire la sécurité des identités, ou que ce soit la sécurité across cloud, c'est-à-dire pouvoir avoir des règles de sécurité qui s'appliquent non seulement sur le cloud Oracle, mais sur d'autres clouds auxquels vous pourriez avoir accès. Et finalement, un cinquième élément de différenciation qui est au niveau de l'ouverture. Beaucoup de clients nous ont dit, on est allé dans le cloud, on a un petit problème quand même avec le cloud, c'est que quid de la réversibilité?
On n'a pas envie d'être en mode de lock-in, d'avoir un cloud, de développer des applications qu'on ne pourra pas déployer dans un autre environnement. Donc on a fait de manière consciente des efforts particuliers pour faire en sorte de bâtir l'ensemble de notre infrastructure et de nos services sur des technologies complètement ouvertes qui n'apportent pas ce système de lock-in. L'open source en fait partie, où on a utilisé l'open source quasiment dans tous les étages de notre technologie, mais non seulement on utilise l'open source, mais on y contribue de manière très significative. On est Platinum de la Cloud Native Computing Foundation qui développe Kubernetes par exemple. On est sponsor pour Hyperledger dans le domaine du blockchain, MySQL, etc., etc. Donc non seulement on utilise cet open source, non seulement on y contribue, mais un troisième élément qui est assez nouveau chez Oracle, c'est que l'on offre l'open source as a service. C'est-à-dire qu'on a un certain nombre de ces produits open source que l'on offre as a service, que l'on supporte, que l'on opère, que vous pouvez consommer comme juste as a service. C'est vrai pour Terraform as a service, par exemple, ce qu'on appelle Resource Manager, c'est vrai pour Docker, c'est vrai pour Kubernetes, c'est vrai pour MySQL, c'est vrai pour Kafka, etc., etc. Donc vous allez voir un nouveau visage ici aussi d'Oracle en termes de rapport à l'open source, où on a un engagement très très fort par rapport à l'open source, tant en termes de contribution qu'en termes d'utilisation. Un exemple, par exemple, par rapport à d'autres clouds. Je vais vous donner un exemple simple qui, je pense, qu'il illustre assez bien l'affaire. Il y a un nouveau type de développement assez populaire aujourd'hui qui est basé sur ce qu'on appelle des fonctions. Serverless functions. Chaque éditeur de cloud a créé une implémentation de ce type de développement. Alors chez Amazon, ça s'appelle Amazon Lambda. Chez Microsoft, ça s'appelle Azure Functions, etc., etc. Chacune de ces implémentations est complètement propriétaire. C'est-à-dire que si j'utilise Amazon Lambda, ça fonctionne sur Amazon. Si j'utilise Azure Functions, ça fonctionne sur Azure. Lorsqu'on a fait notre implémentation, qui s'appelle FN, on a pris, encore une fois, la décision consciente depuis le départ de créer cette implémentation en open source, disponible sur fnproject.io, disponible en open source. Nous, on l'offre en service managé dans notre cloud, mais si vous souhaitez prendre ce que vous avez développé, le déployer on-prem ou sur un autre cloud, vous pouvez tout à fait le faire, puisque c'est une technologie complètement ouverte et complètement open source. Et on peut répliquer cet exemple-là sur plein d'exemples différents. Voilà un exemple CERN en Suisse, qui utilise notre Kubernetes as a service pour déployer toutes leurs instances WebLogic. C'est un très gros client WebLogic en Europe. Ils ont utilisé Kubernetes pour le déploiement de toutes leurs applications. Ils souhaitaient appliquer cela également à leur déploiement WebLogic. Et ils ont tout déployé sur Kubernetes, fonctionnant sur le cloud Oracle, sur Oracle Cloud Infrastructure, en utilisant notre Kubernetes as a service. Une autre chose qui est apparue de la part de nos clients, c'est-à-dire c'est bien d'avoir un cloud, mais en fait, on ne va pas prendre un seul cloud. La plupart de nos clients ont une stratégie qui est multi-cloud. On va aller choisir des clouds qui correspondent à des critères bien particuliers, des workloads particuliers. Donc on a pris cela en compte depuis le départ, avec cette idée que le multi-cloud, c'est la réalité. Chacun des clients va avoir plusieurs clouds. Et si on regarde les applications d'entreprise, on se rend compte que dans les 20 dernières années, il y a un investissement très significatif qui a été fait avec deux grands éditeurs, on-prem, Oracle et Microsoft. Tous les clients que je vois au travers le monde, qui sont des gros clients d'entreprise, ont tous fait des investissements Microsoft Oracle. Et lorsqu'il est le temps de passer sur le cloud, eh bien, il y a plusieurs choix qui s'offrent. Ou bien je mets tout sur Oracle, le cloud Oracle, je mets tout sur le cloud Microsoft, mais je vais devoir faire des compromis. Donc on a travaillé avec Microsoft pour permettre d'avoir un environnement qui permette à ses clients de déployer leurs assets dans le cloud Oracle et dans le cloud Microsoft, comme si c'était un seul cloud. On a annoncé ce partenariat avec Microsoft au début du mois de juin, ce qui permet, est-ce que l'annoncement il est simple, c'est qu'on a créé une ligne réseau dédiée entre le cloud Oracle et le cloud Microsoft, avec une très faible latence et high throughput, un digit de latence, qui permettent vraiment d'avoir des workloads qui puissent être déployés sur cet environnement comme si c'était un seul cloud. Très bien avoir la base de données Oracle qui fonctionne sur le cloud Oracle, mon middle tier qui fonctionne sur le cloud Microsoft. Je peux avoir mes données sur le cloud Microsoft et mon BI qui est sur le cloud Oracle. On peut avoir vraiment tous ces différents types de déploiement.
Donc c'est une connexion dédiée entre les deux data centers et également un single sign-on et une identité partagée entre les deux clouds. C'est assez révolutionnaire parce que c'est le seul accord qui existe aujourd'hui dans l'industrie qui permet d'avoir deux grands cloud providers qui travaillent ensemble pour le bénéfice de leurs clients. Oui. C'est disponible aujourd'hui seulement aux États-Unis, on l'a annoncé le mois de juin. C'est disponible entre Ashburn et Microsoft East aux États-Unis. Et on est en train de le déployer sur l'ensemble des data centers en Europe. Le premier doit être à UK dans quelques semaines, et ensuite Francfort, je dirais dans quelques mois. On est en train de travailler sur le timing avec Microsoft. Est-ce que ça c'est prévu avec IBM? Avec IBM, on n'a pas aujourd'hui d'accord particulier avec IBM. Franchement, je vois relativement peu IBM dans le monde du cloud aujourd'hui, dans les clients avec lesquels je travaille. On a beaucoup plus de clients qui ont ce choix entre Azure et Oracle dans le domaine de l'entreprise, beaucoup plus que les clients qui adopteraient le cloud IBM. Enfin, c'est mon expérience personnelle. Donc un certain nombre de services d'infrastructure dont on a parlé sur le compute, où on peut faire de la CPU, du GPU pour déployer des applications d'intelligence artificielle, de machine learning. On a donc tous les différents choix de networking, différents choix de storage. Je ne vais pas revenir sur le détail de chacune de ces offres, mais je vous invite à regarder de manière très fine à cette offre qui est assez révolutionnaire en termes de cette nouvelle génération d'infrastructures, pour vous faire une idée par vous-même de la différenciation qu'on a introduite sur le marché. Et sur cette infrastructure, on a construit, on a fait en sorte d'exposer tout un certain nombre de services qui vous permettent de supporter l'ensemble du cycle de vie de vos applications. C'est-à-dire les services de data management, comme la base de données autonome, que ce soit la base de données Oracle, MySQL, etc. Que ce soit les services de développement d'applications, déploiement d'applications, que ce soit les fonctions dont on a parlé tout à l'heure, que ce soit Kubernetes, etc. Services de DevOps. Que ce soit des services pour développer des applications plutôt innovatives du genre de mobile, de chatbot, de blockchain, qui sont exposés as a service. Des services qui permettent de faire de l'intégration d'applications SaaS vers une autre SaaS ou du SaaS vers de l'on-prem. Des services de business analytics qui permettent d'avoir des services prêts à l'emploi pour aller donner une visibilité des données qui sont stockées dans votre data warehouse. Une data platform avec des services d'intégration de données, de data lake, que ce soit sur Hadoop, que ce soit sur Spark, de data warehouse dont j'ai parlé tout à l'heure, de services de machine learning et d'intelligence artificielle pour permettre aux data scientists de faire le développement de ces algorithmes et de faire le management de leur projet de data science. Et puis toute une série de services permettant de faire le management en termes opérationnels du cloud, que ce soit du monitoring, que ce soit du log analytics, donc quelque chose de plus IT-centric. Donc c'est plus d'une centaine de services qui sont disponibles à travers cette infrastructure, exposés de manière native par l'infrastructure, donc qui bénéficient ces services de la résilience, de la performance, de la sécurité de l'infrastructure sur laquelle ils se reposent. Voilà une grosse traction aujourd'hui sur le marché. Hein, on est parti un petit peu après les autres, donc évidemment on a une croissance qui est très forte. On est croissance à double chiffre trimestre après trimestre, avec des clients en Europe de plus en plus nombreux. On prend aujourd'hui des parts de marché clairement sur l'ensemble du marché du cloud, avec des clients références un peu partout en Europe, partout dans le monde. On a des clients en France, je pourrais vous citer des clients comme la CNAF par exemple, la Caisse nationale d'allocation familiale, qui déploie ses allocations dans le cloud. Aujourd'hui, si vous faites une demande d'allocation, bientôt l'allocation logement qui va être bientôt live sur le système, si vous faites une demande d'allocation, vous allez passer sur le cloud Oracle. Et l'ensemble des règles de gestion, des business rules pour calculer l'allocation, elle est calculée dans le cloud Oracle. L'ensemble du back-office et les données associées au calcul de cette allocation, elle se fait dans le cloud Oracle. C'est pour vous donner une illustration du niveau de sécurité attendu de ce type d'application, du niveau de confidentialité des informations qui sont stockées. Et c'est pour ces raisons que la CNAF, par exemple, a choisi le cloud Oracle. Et je pourrais vous en donner, comme ça, sans m'arrêter, des cas de clients dans toutes les industries, en France et dans différents pays. Et on a peu de temps aujourd'hui, donc je vais m'arrêter là. Je vais juste vous donner cette overview de notre stratégie, où est-ce qu'on a appliqué notre R&D. On dépense plus de 5 milliards de dollars de R&D par an, significatif.
un effort très significatif en termes de CAPEX également pour le déploiement de ces nouvelles infrastructures cloud. Tout ça au service de nos clients. Donc j'espère que vous allez pouvoir y donner suite. Faites des test drives, essayez, parce qu'on peut voir des slides pendant des heures. La manière de vraiment tester ce type d'environnement, c'est de les essayer par vous-même. Et on ne peut que vous encourager à le faire. Et vous aurez d'autres illustrations ce matin, que ce soit en data management, en développement d'applications, en business analytics, pour vous donner une meilleure idée des différents services qui sont exposés. Voilà. Je vous remercie. Je vais prendre des questions, ouais, s'il y a des questions. J'ai deux questions pour Régis. Oui. Donc vous êtes sûr qu'effectivement, il y a pas mal de sociétés françaises et européennes qui mettent leurs données dans le cloud. En termes de sécurité, dans votre exemple, effectivement, il y a beaucoup de sociétés françaises et européennes qui mettent leurs données dans le cloud. En termes de sécurité, précisément, où sont hébergées ces data? Est-ce qu'il n'y a pas une législation par rapport à l'emplacement des données dans le... Il y a beaucoup de législations qui existent aujourd'hui. Hein. On est en compliance avec toutes les régulations associées à l'Union européenne. Donc, notre data center à Francfort est en compliance avec toutes ces régulations. C'est-à-dire que toute société européenne qui veut être en compliance avec EU peut aller déployer ses applications dans le cloud à Francfort. C'est ce que fait la CNAF, hein, les data sont à Francfort. Ceci dit, il y a un certain nombre de workloads. Si je prends la défense, si je prends une banque par exemple, qui sont encore un petit peu, comment on appelle, timides, on va dire, pour aller mettre ce type d'application dans le cloud public, au moins en dehors de leurs frontières. Il y a des règles de data sovereignty qui imposent à certaines industries de conserver leurs données dans le pays dans lequel ils sont. Donc pour cela, si on n'a pas de data center dans le pays concerné, on a également ce concept que l'on appelle Cloud at Customer. C'est-à-dire que Exadata, tel qu'on en a parlé, il existe en tant que service dans le cloud public, mais il peut également être adopté at Customer, c'est-à-dire qu'on vient livrer une machine chez vous, pluguée dans votre réseau, derrière votre firewall, toujours managé par Oracle, mais les données restent chez vous et ne bougent pas de votre propre environnement. Donc dans les cas de ce type de cas, on a énormément d'institutions financières qui utilisent ce type de modèle pour avoir le bénéfice du cloud, en termes d'agilité, de manageabilité, etc., et tout en respectant leurs régulations associées à leur propre industrie. Okay. Autre question? Parfait, merci. Merci Régis. Super.